On essaye de se mettre dans la peau de cette communauté qui a très peu de moyens il y a 1000 ans et qui fait des choses très sobres, très rudimentaires, très pratiques. C'est essentiellement réemploi, matériaux naturels et localement quand même le plus possible. On n'avait pas imaginé forcément que ça allait intéresser autant de personnes dans le monde de l'éco-construction, de l'éco-réhabilitation. Quand je me suis lancé dans l'aventure, c'était vraiment ça, c'était de me laisser guider par mes rêves et de faire en sorte de alors les accomplir. Il faut toujours faire des compromis quand on veut accomplir des rêves, mais en tout cas de pas les abandonner. Bienvenue dans La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Avant de démarrer, j'aimerais vous demander de vous abonner. C'est le meilleur moyen pour soutenir le podcast et propager ses contenus au plus grand nombre. Je compte sur vous. Bon épisode. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à créer des lieux plus écologiques, plus sains, plus confortables, qui vous nourrissent au quotidien. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, aujourd'hui je vous emmène dans la case de Valérie Haussent. Valérie s'est lancé un défi un peu fou, celui de revivre l'épopée des bâtisseurs de cathédrales. C'est ainsi qu'est né le chantier médiéval de Guyenne, un projet pharaonique qui consiste à bâtir, avec les techniques et moyens de l'époque, des édifices romans et gothiques, comme une chapelle, un cloître et même une cathédrale. Valérie nous raconte cette aventure extraordinaire qui, au-delà de l'enjeu technique, vise à promouvoir les métiers et savoir-faire qui participent à la restauration de ce patrimoine bâti exceptionnel qui nous entoure encore aujourd'hui. Je vous propose donc un voyage dans le temps pour découvrir comment on bâtissait en l'an 1000 en terre, chaux, bois et pierre. Bonne écoute. Bonjour Valérie. Bonjour François-Xavier. Merci de venir sur le podcast La Case Robinson aujourd'hui. Je suis ravi de discuter avec toi. Tu es à l'initiative d'un projet un peu extraordinaire qui a pris le nom de Chantier médiéval de Guyenne et qui a pour ambition, via des projets de construction, de faire revivre grandeur nature l'épopée des bâtisseurs de cathédrales. Alors c'est tout un programme et on va en parler ensemble aujourd'hui et voir qu'au-delà de l'intérêt historique, ce projet c'est aussi le moyen de promouvoir et de pérenniser les savoir-faire et les techniques qui permettent aujourd'hui et demain de préserver notre patrimoine bâti actuel. Et avant de rentrer dans le détail du projet, j'avais envie de savoir comment déjà cette aventure a démarré, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans un tel projet? Alors effectivement, on a démarré le chantier il y a une petite année maintenant, mais moi ça fait 10 ans que je travaille ou que je pense à ce projet. J'étais salarié et en fait j'avais envie d'entreprendre déjà, c'est la première chose. Et puis j'ai découvert à cette époque-là deux chantiers qui m'ont marqué. C'est le chantier de Guédelon que je pense que tu connais, voilà, en Bourgogne, construction d'un château fort qui était déjà bien en cours, mais moi j'ai découvert ça vraiment quand c'était en route. Et l'Hermione, la frégate de la Liberté, l'Hermione qui était en construction à Rochefort. Et quand j'ai découvert ces deux chantiers, moi qui étais déjà dans un univers BTP, voilà, ça m'a donné envie. Enfin, c'est l'étincelle qui m'a donné envie de me lancer là-dedans. Et donc tu disais, tu as un background déjà dans le secteur de la construction? Oui, moi je suis ingénieur en BTP et depuis ça fait quasiment 20 ans maintenant, mon métier c'est finalement l'organisation de chantier, la gestion de projet mais adaptée au chantier. Donc j'ai fait ça en France, en Afrique, dans des métiers qui n'ont rien à voir avec ceux des bâtisseurs de cathédrales, mais ça c'est un peu mon virage que j'ai fait il y a 7 ans maintenant. Ok, donc tu vas nous raconter tout ça. Donc je disais en introduction, c'est un projet un peu extraordinaire. J'ai pas développé plus que ça, je vais te laisser le faire. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est finalement ce chantier médiéval de Guyenne? Quand j'ai découvert là ces chantiers, moi j'ai toujours été passionné de vieilles pierres, de construction médiévale, et notamment d'architecture gothique. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup parce que il y a toute la dimension de construction avec une particularité, c'est que c'est un peu l'apogée de la technique de construction en pierre au niveau vraiment technique. Et puis il y a toute la partie décor avec tous les métiers d'art qui vont avec le vitrail, la fresque, enfin, le travail du bois, du métal. Il y a énormément de choses, la sculpture.
Et quand je suis tombé sur Guédelon, je me suis dit voilà, il faudrait faire la même chose, mais en construisant une cathédrale comme au Moyen Âge, quoi. Je trouvais ça assez sympa et j'ai cherché si déjà ça se faisait. Bon, il se trouve que non. Et petit à petit est venue l'idée qu'on pourrait faire peut-être la même chose dans le coin de Bordeaux, parce que j'habitais déjà là. Et j'ai commencé à rencontrer des gens dans tous ces univers que sont le monde professionnel, le monde de la formation, de la culture, du patrimoine, etc. Et on voit qu'il y avait des points de convergence dans tous ces sujets et que ça intéressait beaucoup de monde. Donc voilà, c'est la mayonnaise a commencé à prendre il y a maintenant 6-7 ans. Alors, le projet a un peu évolué, puisqu'au début, il s'agissait de, voilà, on se dit, on va construire une cathédrale comme au Moyen-Âge. On se doute que c'est pas forcément très simple pour 1000 raisons, et dont des raisons très pragmatiques, comme la question de l'urbanisme, le PLU, document d'urbanisme, les permis de construire, déjà avant même d'aborder la question technique. Et on a donc amendé le projet en commençant par des constructions plus petites qui rentraient dans le cadre de constructibilité de la parcelle et puis pour d'autres raisons aussi historiques parce que l'avènement du gothique en fait le gothique a toujours succédé à d'autres formes d'architecture hein, notamment le roman mais qui lui-même aussi est arrivé après d'autres formes d'architecture. Donc il y a toute une histoire à raconter et nous on a un champ aujourd'hui et l'idée c'était pas forcément de construire une cathédrale en plein champ, en tout cas d'un point de vue récit historique ça marchait pas non plus. Finalement, le projet aujourd'hui, c'est donc l'épopée des bâtisseurs de cathédrales en commençant à l'an 1000, donc il y a quasiment 1000 ans, on pourrait dire en 1024, même si on n'a pas une date précise forcément, mais premier tiers du XIe siècle. On commence avec une petite chapelle. En fait, on imagine l'implantation d'une communauté de moines à cette époque-là. Et puis, on imagine que le site va grandir un peu à la manière des piliers de la Terre, même si c'est pas, voilà, l'idée, c'est pas de d'adapter grandeur réelle le bouquin, mais c'est un peu ça. Et de grossir et de présenter les évolutions d'architecture qui auraient pu avoir en 300, 400 ans. Donc là, on en reparlera peut-être, mais on a une architecture pré-romane pour la chapelle, et ensuite on parlera du roman, du gothique, donc un projet qui va s'étaler sur 40 ans de construction. Ça, c'est en tout cas l'ambition du projet. Et donc aujourd'hui, vous avez un site qui est, tu le disais, près de Bordeaux, donc au nord de Bordeaux, à la lande de Fronsac, sur lequel vous avez démarré le chantier il y a quelques mois, et avec la construction, comme tu le disais, de premiers édifices pour préparer, si j'ai bien compris, finalement le terrain à la construction d'édifices plus importants et peut-être in fine à l'édification de cette cathédrale que tu évoquais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous présenter le site et nous dire un peu quelles sont les constructions qui sont déjà terminées, parce que j'en ai vu quelques-unes qui sont déjà terminées, et celles qui sont en cours et pourquoi elles sont agencées comme ça et les matériaux qui sont utilisés pour ces constructions. Ok, alors on a commencé effectivement en octobre dernier, là on est au mois d'août, donc ça fait pas encore un an qu'on a commencé le chantier. On a donc c'est une association que je préside qui est propriétaire du terrain, qui a acheté le terrain il y a un an. Et on a commencé le chantier vraiment médiéval, voilà, en octobre dernier, où il faisait un temps à peu près comme aujourd'hui, à peu près beau et chaud. Et on a commencé par la construction donc de notre chapelle, terrassement. Alors on a fait des terrassements mécaniques parce que on était trois sur le chantier au début, avec très peu de moyens, donc on a fait appel à une pelleteuse. Et à partir de là, finalement, on a commencé très vite à utiliser que des techniques anciennes. Donc les fondations sont en maçonnerie de moellons, maçonnerie de pierre, ou voire même des pierres beaucoup plus grosses que des moellons, qui sont ourdées à la chaux avec un mortier qui a été fait à la main. Je pense qu'on reparlera des matériaux après. Et on a commencé tout ça pendant 3 semaines, un mois. On a posé quelques pierres et puis enfin quelques mètres cubes. Et puis après, il s'est mis à pleuvoir. Et donc notre tranchée de fondation s'est remplie d'eau et on a été un peu bloqué. On s'est pas mal creusé la tête parce que c'est très facile aujourd'hui de d'aller louer une pompe et de vider l'eau des tranchées, mais on est au XIe siècle, donc comment est-ce qu'on faisait pour vider l'eau? Alors on peut le faire avec des seaux d'eau, mais c'était pas l'idée non plus. Donc on a trouvé un moyen de drainer les fondations. Mais bon, enfin peut-être qu'on y reviendra plus tard. Je vais pas rentrer dans les détails. Et on a aussi pensé à d'autres choses que notre chapelle, c'est-à-dire puisqu'on peut pas construire, maçonner notre chapelle tout de suite, qu'est-ce qu'on pourrait construire d'autre, à la limite sans fondation et qui rentre dans le cadre de notre histoire. Et là, avec aussi l'arrivée des bénévoles,
qui avait beaucoup d'envie, des compétences aussi dans le bois, etc. On s'est dit, mais on pourrait raconter l'histoire de cette communauté qui s'installe et comment est-ce qu'ils font pour se loger, se nourrir, voilà, parce que on allait construire des bâtiments en pierre qui seront finis dans quelques années, mais en attendant, les moines, il faut bien qu'ils vivent quelque part. Donc on a commencé à construire la loge d'habitation, qui est une loge forestière en poteaux plantés, avec une couverture en brande de bruyère, et puis des murs, alors qui sont pas porteurs, hein, mais on va dire des remplissages qui font un peu office d'isolation en terre crue, en bauge. Donc de la bauge, c'est des sortes de pavés, pas exactement des pavés, mais un peu comme des grosses bouses d'argile, avec mélangées avec de la paille. Les murs sont montés comme ça, pas mal de bois. Donc tout ça, on s'est servi des matériaux qu'on avait sur site. C'était aussi l'esprit, c'est de se dire voilà, il y a 1000 ans, quand on s'installe quelque part, on utilise évidemment ce qu'on a vraiment à portée de main, surtout si c'est pour un habitat provisoire, même si c'est pour 6 mois, un an, mais enfin un habitat qui n'est pas forcément très durable non plus. Donc on prend vraiment ce qu'on a sous la main. Ce bâtiment, il est pas encore fini, mais quasiment. On a bientôt fini la couverture. C'est quelque chose qui est très long. Et puis on le fait aussi un petit peu à la petite semaine, je dirais. Pour les autres bâtiments, on a la loge des morteliers. Donc les loges, en fait, ça veut aussi dire l'atelier, hein. Donc la loge des morteliers, c'est là où on fabrique le mortier. Pour le mortelier, c'était quelqu'un au Moyen Âge, c'était un métier, le mortelier, il fabriquait le mortier pour le maçon. Et pourquoi est-ce qu'on a commencé par ce bâtiment? Parce que quand il a commencé à pleuvoir en octobre-novembre dernier, eh ben, pour fabriquer le mortier, il nous fallait un abri. Encore une fois, on était sur un champ, on n'avait pas du tout d'abri sur le chantier. On n'avait pas envie d'aller installer des tentes en métal, plastique, etc. pour travailler. Eh ben, même état d'esprit, comment ils auraient fait il y a 1000 ans, on a commencé à construire donc c'est vraiment pas grand chose, quelques murs en torchis cette fois-ci. Donc là, c'est des murs porteurs en torchis. On fait une sorte de clayonnage en bois dans lequel on vient incorporer un mélange de terre et de paille. Et puis là aussi, une couverture avec de la brande de bruyère. Et cet atelier nous permettait vraiment, on en avait besoin pour le coup, de fabriquer le mortier en étant au sec. Celui-ci, il est terminé. Bon, c'est pas vraiment un bâtiment, c'est plus une cabane de travail. Et on a aussi terminé la loge du forgeron, puisque très rapidement sur les chantiers, on a besoin d'un forgeron. Alors nous, on va pas encore, c'est une toute petite forge, très rustique, très rudimentaire. On va pas encore, comment dire, fabriquer nos outils, mais on va les entretenir. On va commencer à travailler aussi la fabrication de clous, de choses comme ça, très simples. Donc la loge n'est pas encore opérationnelle, enfin la forge, mais le bâtiment est là. Et puis on a la chapelle qui est en construction et aujourd'hui on a à peu près une élévation de mur qui fait, on va dire en moyenne 50 cm de haut, mais on a passé 8 mois à travailler dans les fondations, les pieds presque dans l'eau. Et l'idée c'est vraiment de montrer le chantier. Donc pendant longtemps il y aura beaucoup de bâtiments qui ne seront pas terminés. C'est aussi fait pour un peu. Mais le chantier est déjà ouvert au public, on peut déjà le visiter. J'ai eu l'occasion de le faire récemment et c'est passionnant. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, parce que effectivement, on raconte l'histoire des bâtisseurs de cathédrales, donc on pourrait se dire bon, ça intéresse les historiens, les personnes qui sont intéressées par cette partie, cette période de l'histoire. Mais en fait, c'est aussi intéressant pour plein de gens du bâtiment aujourd'hui pour appréhender les matériaux de l'époque, mais qu'on utilise toujours aujourd'hui. On utilise toujours de la pierre, notamment à Bordeaux en restauration. On utilise toujours, peut-être de plus en plus, et tant mieux, de la terre crue aussi. Et notamment, j'ai pu le constater en allant sur site, quand on entre dans la loge qui est en bauge, on ressent un confort thermique qui est vraiment remarquable. Entre la température extérieure, il faisait assez chaud quand j'ai visité, donc il faisait peut-être, je pense, 25-28 degrés facilement à l'extérieur. Et quand on pénètre dans cette loge qui n'est pas tout à fait terminée, tu l'as dit, la toiture est pas tout à fait terminée, donc c'est pas non plus optimisé au niveau de l'isolation. Et bien on ressent quand même facilement, je pense, 5-6 degrés de température en moins, et c'est hyper agréable. Et ça montre aussi, ça permet aussi c'est une sorte de démonstrateur de la qualité finalement de ces matériaux et pourquoi c'est pertinent de les remettre au goût du jour et de les réutiliser aujourd'hui. Donc c'est aussi l'intérêt
de ce site. Exactement. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est on n'avait pas imaginé forcément que ça allait intéresser autant de personnes dans le monde de l'éco-construction, de l'éco-réhabilitation. Même si bon, c'est évident pour nous, on va construire en matériaux locaux, naturels, à l'ancienne, et c'est aussi évident que finalement l'innovation en quelque sorte dans l'éco-construction, c'est revenir à des techniques anciennes. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont intéressées pour découvrir, pour apprendre, pour venir aussi nous expliquer certaines choses, parce qu'on n'est pas forcément des spécialistes hein, de ces techniques-là. Je prends par exemple l'exemple du torchis ou de la bauge. On l'a utilisé, on l'a mis en œuvre euh, à la façon dont faisaient les anciens, c'est-à-dire que c'est pas forcément optimisé pour un habitat aujourd'hui, ce que tu as vu sur le chantier, mais et le résultat est déjà incroyable, comme tu dis, on a alors que c'est pas optimisé, alors que la toiture n'est pas terminée, que voilà, on passe le pas de la porte et on ressent tout de suite un confort très important, même dans l'atelier des morteliers, là où on stocke la chaux, il y a vraiment une différence très importante. Moi, j'ai été surpris aussi de voir que on a commencé ces bâtiments au mois de novembre et à Bordeaux, il a plu du mois de novembre jusqu'à fin juin. Et en fait, il y a pas, c'est fait en terre. C'est fait en terre. Dans le torchis, on a ajouté un petit peu de chaux, mais pas dans la bauge. Et c'est toujours debout. Moi, je m'attendais pas forcément à ce que ça tienne déjà aussi longtemps. On verra combien de temps ça tient. Ça reste des bâtiments provisoires, mais c'était un peu la surprise. Ouais. Et alors, tu parlais de compétences pour édifier et bâtir ces différents ouvrages. Justement, comment vous trouvez ces compétences qui sont peut-être moins répandues aujourd'hui, et on en parlera peut-être après sur l'aspect pédagogique et formation. Comment vous trouvez les techniques et les compétences pour reproduire finalement ces ouvrages à la façon de l'époque? Est-ce que c'est via des écrits que vous avez déjà pour connaître un peu les techniques utilisées à l'époque? Et après, par rapport simplement aux personnes qui sont mobilisées sur le site, quels sont les profils des personnes qui œuvrent pour l'édification de ces bâtiments? Alors c'est ce qui fait vraiment l'intérêt de ce projet, moi je trouve, c'est la multiplicité des intervenants et de nos manières de voir les choses et d'appréhender les choses. C'est que il y a vraiment de tout. En fait, on a commencé avec la constitution d'un conseil scientifique euh, parce qu'on aborde les choses de manière assez sérieuse sur l'histoire, les techniques, la technologie, etc. Maintenant, les historiens, les archéologues ont une approche via des textes ou des rapports de fouilles, ou voilà, mais ça manque aussi peut-être parfois de praticité, mais c'est tout à fait normal. Et donc, on fait aussi appel à des praticiens, à des hommes de l'art, des hommes de métier. Ça peut être des compagnons, ça peut être des gens de métier qui ont de l'expérience. Et on combine un peu tous ces regards. Nous, on n'a pas l'intention de réinventer la poudre, mais justement de combiner tous ces regards pour arriver à quelque chose de réaliste par rapport à l'époque, voilà, il y a 1000 ans. Et il y a 1000 ans, on n'a pas de texte, on n'a rien, il n'y a pas d'enluminure, il n'y a pas de texte, c'est assez compliqué. Donc il faut aussi revenir à une forme de bon sens dans l'action, dans la construction, ce qui n'est pas très simple. Parce qu'on a tendance à se compliquer, je pense, l'esprit. Mais petit à petit, on retrouve des techniques comme ça avec beaucoup de bon sens et l'utilisation de vraiment de ce qu'on a sous la main. Il y a beaucoup de gens quand même qui sont compétents dans le domaine de la maçonnerie, de la taille de pierre, etc. Mais il faut aussi revenir, il faut désapprendre. C'est-à-dire qu'on a pas mal de maçons qui viennent, notamment en bénévole, mais qui maçonnent comme des maçons d'aujourd'hui, et c'est déjà très bien. Mais qui vont avoir des réflexes ou des manières d'approcher le mélange de mortier, la réalisation d'un chantier, qui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait il y a 1000 ans, où déjà le rapport au temps n'était pas du tout le même. Quand on fait du mortier le matin, on n'est pas obligé de le terminer pour le soir, du mortier de chaux. On peut le garder parfois plusieurs jours même pour le réutiliser sur le chantier. Alors ça dépend de tout un tas de facteurs, mais il y a une approche du chantier qui est vraiment différente, notamment par ce rapport au temps. Et on a aussi dans notre logique de construction là le fait qu'on est on essaye de se mettre dans la peau de cette communauté qui a très peu de moyens il y a 1000 ans et qui fait des choses très sobres, très rudimentaires, très pratiques. Donc c'est finalement assez décalé par rapport à aujourd'hui ce qui se fait dans la restauration du patrimoine, bah déjà il n'y a plus de bâtiments de l'an 1000 vraiment, en tout cas dans la région, donc on est dans des bâtiments 12e ou plus,
et l'approche architecturale n'est pas du tout la même. Pour ce qui est des compétences, on fait appel aussi, il y a des personnes en France qui ont fait ce travail de retrouver des techniques anciennes. On a dans nos équipes des gens comme Pascal Varingo, Patrice Chauvet, qui sont des spécialistes d'une part du métier, mais en plus de l'adaptation avec les techniques anciennes. Donc on les fait intervenir sur le chantier pour nous former et pour former nos bénévoles et nos salariés. Donc petit à petit, tout le monde monte en compétences et ça c'est très intéressant aussi. Tu parlais du rapport au temps qui était différent entre aujourd'hui et à l'époque. On peut bien l'imaginer sur le fonctionnement des chantiers, sur la productivité toujours plus accrue qu'on recherche aujourd'hui. Peut-être que aussi le rapport à la force de travail il devait être assez différent. Comment vous appréhendez-vous le... Parce que peut-être qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de monde qui était mobilisé pour édifier ce type d'ouvrage, notamment en pierre, pour les charges lourdes, pour voilà, parce qu'il fallait manutentionner tout un tas de choses qu'on ne pouvait pas mécaniser à l'époque. Vous, comment est-ce que vous appréhendez ce sujet de la force de travail? Est-ce que vous allez essayer de vous coller au plus possible à ce qui se faisait à l'époque ou comment ça se gère? Alors là, pour le coup, on peut pas se coller à ce qui se faisait à l'époque parce qu'ils avaient des moyens. Quand je dis qu'ils avaient très peu de moyens, nous, on imagine une communauté de 4-5 personnes, 4-5 moines qui viennent, voilà, ça peut être pour tout un tas de raisons. Et donc, on est à peu près le même nombre en permanent, sauf que à l'époque, ils avaient la possibilité de faire intervenir des familles de serfs, des paysans qui ont toujours été un peu exploités pour faire des travaux manuels et il y en a dans tous les coins du site. Nous, on n'a pas voilà, on n'a pas ce pouvoir-là. Alors, on a la chance d'avoir nos bénévoles qui sont une très importante force de frappe. Ça aussi, c'était la grande surprise, c'est que on se doutait bien qu'on aurait quelques bénévoles, mais on a quand même un nombre assez conséquent et notamment des gens qui reviennent très régulièrement. Euh, et, et évidemment, tout est lié. L'avancement est vraiment lié au nombre de personnes qu'on met sur le chantier et on voit vraiment la différence quand il y a une personne de plus sur le chantier par rapport à la veille. Donc pour nous c'est un vrai sujet puisqu'on dispose aussi de très peu de moyens, hein, ça commence juste. Mais non seulement alors de faire venir des bénévoles, mais parfois on a besoin de compétences. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. On a 1000 travaux à faire, mais parfois, pour ce qui est par exemple de la maçonnerie, on va devoir former nos bénévoles parce qu'ils sont pas forcément compétents. Donc on va essayer de les former et on va aussi essayer de faire appel à des centres de formation dans les métiers de la taille de pierre, du bâti ancien, de la maçonnerie, qui vont venir s'exercer sur le chantier. Et là, on a des partenariats avec des CFA, des lycées pro, l'AFTA, où parfois on a des conventions pour 1 ou 2 jours par mois, ils viennent sur le chantier pour appliquer ce qu'ils ont appris à l'école. Et ça, c'est super intéressant parce que on va avoir 10-15 personnes d'un coup qui vont maçonner pendant quelques jours. Et donc là, ça nous permet d'avancer. Donc là aussi, on combine tout un tas de pistes. C'est pas forcément simple, ça s'organise parce il faut encadrer tout ce monde-là. Et aussi, dans la gestion du chantier, c'est ce que je disais. Alors là, je pense qu'on est loin du chantier de l'an 1000, mais on va avoir pendant 3 jours la même équipe de 5 personnes. Le lendemain, on sera 2. Le jour d'après, on sera 15 avec des gens différents. Donc l'organisation du chantier doit tenir compte de ça pour éviter que d'un jour sur l'autre, on ne casse ce qu'on a fait la veille, ou pas forcément casser, mais en tout cas qu'on désorganise le chantier. Ça, c'est pas simple, on est en train d'apprendre à gérer ça. Ça veut dire aussi qu'on multiplie les petites tâches pour essayer de les réaliser dans la journée ou sur 2 jours, parce que sinon on se disperse et on refait un peu les mêmes choses. Oui. Et donc tu parlais aussi tout à l'heure des matériaux. Tu disais que jusqu'à présent vous essayez, en tout cas pour les petits, pour les loges et pour les petits ouvrages qui sont en cours, d'utiliser les matériaux du site. Ce sera certainement pas suffisant pour la suite de la chapelle, pour la suite des autres édifices que vous voulez construire. Comment, du coup, vous vous approvisionnez en matériaux pour alimenter le chantier? Alors effectivement, quand je parle de matériaux du site, c'est notamment pour ce qui est loge, c'est-à-dire en quelque sorte des cabanes, quoi. Donc là, on utilise du bois parce qu'on a la chance d'avoir un petit bois avec quelques arbres, mais ça sera pas notamment des arbres pour faire de la charpente, hein, c'est vraiment des perches. Donc aujourd'hui, ça suffit, on fait pas encore de charpente. Mais quand on aura besoin de bois de charpente, il faudra qu'on se fournisse ailleurs.
dans des forêts le plus proche possible du chantier. On commence à prendre des contacts. Et puis en récupération aussi, puisque voilà, on est en contact avec des artisans, des démolisseurs, et on a commencé à récupérer du bois et de la pierre, mais je vais y revenir. Et pour ce qui est de la chapelle, qui est construite en pierre et en mortier avec de la chaux notamment, nous on n'a pas de pierre, on n'a pas de chaux sur le site. Donc la pierre, il faut la faire venir. Il se trouve qu'à Bordeaux, historiquement, il y a des milliers de carrières, mais aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une qui tourne, qui est exploitée, qui est les pierres de Frontenac. Et c'est un sujet parce que c'est une carrière aussi qui a un projet commercial, etc. Donc nous, on leur achète un petit peu de pierre, mais le problème, c'est que ce qu'on trouve là-bas, c'est pas forcément ce que l'on souhaite avoir d'un point de vue historique. Et je m'explique, la chapelle de l'an 1000, qui est une architecture très romane, est caractérisée par le fait d'avoir de la maçonnerie en petits moellons, un appareillage, on appelle ça un appareillage en petits moellons, donc des petits cailloux. Pourquoi? Parce que historiquement, en l'an 1000, on récupère, on n'est pas encore à l'époque romane où là, on va vraiment tailler de la pierre, avoir des pierres bien parallélépipédiques qu'on taille en carrière et puis qu'on vient ensuite mettre sur le chantier. En l'an 1000, il n'y a pas encore d'exploitation de carrière, enfin il n'y a plus, tout du moins. Et donc on récupère sur des villas gallo-romaines en ruine des petits moellons romains, très caractéristiques. Et on récupère ce qu'on appelle la pierre des champs, c'est-à-dire en cultivant de la terre, on trouve des cailloux et on utilise cette pierre en maçonnerie. Et nous, quand on s'adresse à des carrières, ils ne produisent pas, en tout cas près d'ici, ils ne produisent pas ce type de moellon, ou alors il faudrait des commandes spécifiques et tout, et là on est loin intellectuellement de ce qu'on veut faire. Et donc ça a pris du temps, mais on a fini par trouver exactement ces filières-là, d'une part de réemploi, où là on a régulièrement des gens qui nous apportent des cailloux, de murets en démolition, de bâtiments en démolition, où nous on va en chercher, enfin on a cette filière qui commence à se mettre en place, et aussi de Pierre des Champs, puisque on a un partenariat, par exemple, un château, le château Roquefort, un vignoble, qui a énormément de pierres des champs et voilà, qui a la gentillesse de nous les fournir. Donc pour construire la chapelle, ça va se passer comme ça. Et puis pour la pierre de taille, pour les bâtiments romans, on trouvera d'autres solutions. Mais on est en train de prospecter des carrières aux alentours qu'on pourrait exploiter à minima. Et ensuite, il y a la question de la chaux. Alors ça serait possible de fabriquer de la chaux sur site en faisant un four à chaux, donc c'est la cuisson du calcaire. Aujourd'hui, disons que c'est encore un projet dans le projet. On a beaucoup de projets dans ce projet, qui est un projet à tiroir, mais celui-là, on l'a pas encore mis en œuvre. Et on a la chance aussi d'être soutenu par les chaux de Saint-Astier, qui ont des produits. Voilà, Saint-Astier, c'est pas très loin d'ici, et ils ont des produits exceptionnels. Donc, on utilise cette chaux, qui est une chaux hydraulique, c'est-à-dire qu'elle fait sa prise avec l'eau. Et ce qui est pas forcément un problème d'un point de vue historique par rapport aux chaux qu'on pouvait trouver dans la région ici. Donc pour le moment, voilà comment on se fournit. C'est essentiellement réemploi, matériaux naturels et localement quand même le plus possible. Ouais, donc on voit que c'est beaucoup d'ingénierie aussi dans la logistique et la gestion du chantier, l'organisation du chantier pour l'approvisionnement en ressources, en personnel, en organisation temporelle, etc. Donc ça doit être assez prenant, mais aussi très intéressant. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être un obstacle ou une grosse difficulté que vous avez rencontrée sur ce projet, et puis à l'inverse plutôt une très bonne surprise ou une très bonne nouvelle que vous attendiez pas forcément? Alors, c'est très facile de partager des difficultés parce qu'il y en a 1000 tous les jours. Il va falloir choisir. Mais je dirais que les difficultés qu'on a eues, c'est que en fait, on a mis 6 ans pour démarrer le chantier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés, notamment administratives, bon financières, oui, mais c'est un peu bon, disons qu'on s'y attendait, mais administratives parce que bon, on s'y attendait aussi, mais on pensait pas que ça prendrait 6 ans, parce que pour lancer un projet, il y a des autorisations permis de construire, autorisations environnementales, et nous, on s'est en plus lancé dans la constitution d'un chantier d'insertion parce qu'on voulait que ce projet soit social et pour tout un tas de raisons. En fait, c'est très adapté de faire un chantier d'insertion ici à la Lande de Fronsac et dans ces métiers du patrimoine, puisqu'il y a un besoin énorme vis-à-vis des chômeurs de longue durée qui sont très importants ici sur le Nord Gironde.
Et il y a un besoin énorme aussi par rapport aux entreprises qui cherchent à recruter des personnes, même pas forcément compétentes, mais dans les métiers du patrimoine. Et on est vraiment soutenu par ça. Donc là aussi, on avait un agrément, une démarche administrative à faire qui était fondamentale pour démarrer le projet. Donc ça faisait beaucoup de choses en même temps. Et on a eu le droit à tout. Quand je dis on a eu le droit à tout, c'est modification du PLU, permis de construire, autorisation environnementale. Quand je discute avec certains maîtres d'ouvrage, ils me disent qu'ici c'est un cas d'école. Donc dans la partie montage de projet, c'était quand même assez particulier. Aujourd'hui, tout ça c'est plus ou moins sur des rails. On a la chance de pouvoir voilà vraiment faire ce qu'on voulait faire, travailler sur notre chantier. Donc après, on a d'autres soucis, mais qui sont plus faciles à gérer. La gestion du chantier au quotidien, l'accueil du public, etc. Mais on est content d'avoir ces soucis. Et puis pour les aspects positifs, moi j'en vois quand même. Alors pareil, il y en a quand même beaucoup au quotidien. Le chantier se passe super bien et on a des gens qui sont passionnés, aussi bien ceux qui travaillent sur le chantier, ceux qui sont bénévoles, que ceux qui viennent nous voir, etc. Donc il y a vraiment une ambiance de travail qui est super. Moi j'adore travailler comme ça. Euh, et celles qui sont un peu des surprises, ou en tout cas on s'attendait pas à ce volume-là, c'est le soutien de mécènes, c'est-à-dire que on est beaucoup aidé, on est financé aujourd'hui essentiellement par des mécènes. Alors, ça peut être des mécènes importants, des fondations d'entreprises, notamment dans le bâtiment, etc. Des mécènes institutionnels, mais ça peut être aussi des particuliers, des gens comme toi et moi. Et là, on a eu vraiment des vagues de soutien, on en a encore régulièrement. Donc c'est un peu la surprise et c'est très important pour nous. Et le bénévolat, c'est deux formes de soutien. On a aujourd'hui une communauté qui avoisine les, je crois, 160 bénévoles. Alors ils sont bien sûr pas tous les jours sur le chantier, mais ça fait quand même une ressource très importante qui vient travailler, mais qui vient aussi apporter beaucoup de choses. Et parfois de la bonne humeur, des sourires, des gâteaux, et rien que ça, voilà, c'est formidable. Donc ça, c'était les deux grosses surprises du chantier. Ouais, on imagine bien qu'il a fallu beaucoup de persévérance pour tenir l'idée et le projet pendant ces 5-6 premières années avant que finalement, voilà, aujourd'hui on voit le chantier qui démarre, on se dit, bah oui, c'est lancé, ça, ça va rouler, etc. Il y a beaucoup de monde qui rejoint le projet. Mais avant, j'imagine que vous étiez sans doute un peu plus seul dans l'aventure, avec pas grand-chose à montrer, et il faut s'accrocher pour tenir le projet jusqu'au bout. Donc bravo pour ça. C'est inspirant Merci. de voir que voilà, quand on persévère, après les wagons se raccrochent et puis tout le monde se monte en chemin et c'est sympa quoi. On va parler un petit peu du coup de l'avenir aussi du projet, du chantier. C'est quoi la feuille de route sur l'édification des différents bâtiments et puis peut-être sur aussi les activités à venir. Alors la feuille de route déjà architecturale, c'est on va continuer la chapelle et on va pas la lâcher jusqu'à la terminer. Donc on pense qu'on en a pour 1 an et demi, 2 ans. Là aussi, c'est compliqué de tenir un planning précis parce que ça dépend du nombre de personnes qui va y travailler. Donc nous, suivant nos finances, on a envie de recruter plus, hein. Aujourd'hui, on a 5 salariés dans l'association, mais on a du travail pour 30 personnes, hein, à temps plein. Donc dès qu'on pourra, on va recruter un peu plus. Donc cette chapelle, voilà, 1 an et demi, 2 ans, sachant que c'est essentiellement de la maçonnerie pour le moment. Il y a un petit peu de taille de pierre, mais pas beaucoup, essentiellement de la maçonnerie, et puis plus tard la charpente. On aura un petit peu de travail du bois en attendant parce que on va faire des échafaudages, on va faire des coffrages, des cintrages, etc. Mais on va dire ça va arriver ouais, au printemps prochain, pas avant, je pense pas. On a un bâtiment, mais qui est un peu hors médiéval, à l'entrée du site, qui va nous servir pour accueillir le public et protéger aussi notre personnel, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'abri en dur sur le chantier. On a des bungalows voilà, pour manger au sec si besoin, mais on n'a pas d'abri, on n'a pas d'atelier en dur, et ça, c'est prévu justement grâce à nos mécènes. On a cette construction qui est prévue pour l'été prochain. Pour la partie médiévale, donc chapelle, et ensuite on commencera à travailler sur la partie église romane et cloître, qui va nous prendre 10-15 ans quand même. Donc on a le temps de voir venir les choses. Et dans la troisième phase qui interviendra après, c'est l'édifice gothique, puisqu'en fait depuis le début on parle d'un chantier de bâtisseur de cathédrale, mais à proprement parler, on ne va pas construire une cathédrale parce que ça a un sens. Le mot cathédrale, c'est l'église qui abrite la cathèdre, qui est le siège de l'évêque. Et l'évêque, pour les chrétiens, c'est un peu comme le préfet, on va dire, dans la partie citoyenne, c'est-à-dire c'est le chef de l'église locale. Et la cathédrale, elle existe déjà à Bordeaux et il n'est pas question de la remplacer. Et je précise juste d'ailleurs que on n'a pas de volet religieux dans notre projet. On parle d'architecture religieuse, mais nous, on n'a pas de projet de consacrer les bâtiments.
Ça, c'était pour la feuille de route architecturale. Et ensuite, il y a tout le reste, c'est-à-dire que dans la partie organisation du chantier, on va finir la loge des moines, qui est quand même bientôt terminée. On travaille beaucoup sur le jardin, on n'en a pas parlé, mais on a aussi la constitution du jardin potager et puis des aires médicinales. On va continuer l'aménagement du site. Et puis, on va aussi travailler sur d'autres choses comme d'ici un an, on voudrait mettre en place une formation de jeunes maçons, tailleurs de pierre sur le chantier. Ça pourrait être via une école, un partenariat avec un CFA. Enfin, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. On ne veut pas forcément concurrencer les organismes de formation qui existent déjà, mais apporter une offre complémentaire. Puisqu'aujourd'hui, l'essentiel des personnes qui sont formées dans ces métiers-là, ce sont des adultes, jeunes adultes ou parfois adultes en reconversion, qui vont par exemple à l'AFPA et qui passent un titre pro en taille de pierre ou en maçonnerie. Mais des jeunes de 15-16 ans qui se dirigent dans ces métiers, il y en a pas assez aujourd'hui pour justement euh, faire un vivier de compétences dans ces métiers-là pour les entreprises, pour restaurer les bâtiments, les édifices de demain. Donc ça, c'est l'idée. On aimerait bien faire ça pour l'année prochaine, pour la rentrée prochaine. Après, des projets, on en a toutes les semaines. Donc l'idée, c'est plus de sélectionner les projets qu'on va faire. Ça va de mettre des ruches médiévales, à faire un partenariat pour filer la laine avec nos moutons qu'on a sur le chantier. Enfin voilà, ça part un peu dans tous les sens. Donc il faut arriver à faire des choses qu'on tienne après derrière. Ouais, mais il y a déjà beaucoup de choses à voir sur le site, donc c'est chouette. Tu parlais effectivement du jardin, je l'avais pas évoqué, mais il y a un jardin d'herbes médicinales et aromatique aussi qui existe déjà, qui va se développer, il me semble, avec aussi l'idée de reproduire un petit peu la vie de l'époque où il fallait des herbes pour se guérir, et puis autour de ces habitations, mais il y avait ce genre de jardin pour participer à tout ça. Je voulais revenir sur l'architecture parce qu'on l'a pas évoqué. Est-ce que vous reproduisez des édifices qui existent ou qui ont existé sur la base de plans, ou est-ce que finalement c'est des créations simplement pour votre site? Oui, oui, c'est une bonne question. Ce sont des créations. On ne reproduit pas fidèlement des édifices. Donc on a un architecte du patrimoine qui dessine nos plans, Denis Boulanger, et on a la chance qu'il soit aussi un très bon aquarelliste, donc il nous fait des images formidables. Donc on a, pour constituer ces plans, il y a des échanges entre l'association qui est maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, donc Denis Boulanger, et puis le conseil scientifique. Donc ça fait voilà des échanges tripartites pour arriver à quelque chose qui soit réalisable aujourd'hui, conforme avec l'histoire, avec nos matériaux, qui s'intègre dans le paysage. En fait, nous, ce que l'on souhaite, c'est que ça s'intègre dans le paysage local. On veut faire des bâtiments qui ressemblent à des bâtiments de la même époque sur le même territoire, pour qu'on fasse pas la différence à la fin. Il y a une petite exception, c'est dans le cloître, on a une galerie du cloître qui sera un petit hommage en quelque sorte au cloître de la cathédrale de Bordeaux, qui était démoli au 19e, qui n'existe plus, et dont on a retrouvé des pierres chez un de nos partenaires, une entreprise de taille de pierre. Et donc on aimerait voilà reproduire cette arcade du cloître de Bordeaux, mais c'est un peu l'exception qui confirme la règle. C'est tout ça, ça reste très pédagogique. Donc c'est pour ça qu'on va parler du pré-roman, du roman, et ensuite pour le gothique, il y a le gothique primitif, le rayonnant, le flamboyant, et à chaque fois on va montrer ces évolutions architecturales qui viennent d'évolutions techniques. Et aussi, on a quand même, quand je dis qu'on on reproduit pas, on a quand même des références sur des bâtiments régionaux, hein. Donc à chaque fois, on fait le lien, on va prospecter sur le territoire des édifices des mêmes époques pour confirmer que oui, un pilier, ça se fait plutôt dans cette forme-là, à cette époque-là, ou en tout cas, on va condenser des rapports d'études et les confronter avec les expertises terrain. Et ça, c'est le rôle d'ailleurs de Frédéric, j'en ai pas parlé, mais on a Frédéric qui a pris la direction du chantier il y a un an. Frédéric Thibault, qui est compagnon tailleur de pierre depuis 30 ans et qui est quand même dans notre équipe l'homme de l'art et celui qui fait tout ce travail de prospection et de recherche architecturale. Et on m'a dit aussi d'ailleurs au niveau des compétences que certaines personnes qui travaillent sur le chantier avaient aussi œuvré sur la restauration de Notre-Dame de Paris. Oui, oui, alors bah, Frédéric notamment, qui dirigeait des équipes là-bas, qui a quitté le chantier pour venir nous voir ici pour s'installer à Bordeaux. C'était notre grande fierté. Et dans le conseil scientifique, on a aussi la plupart de nos scientifiques en fait
sont dans l'équipe du chantier scientifique de Notre-Dame. Alors aujourd'hui, le chantier scientifique est terminé, et puis même le chantier tout court est bientôt fini. Mais ils ont, je pense, vu l'intérêt, puisque le chantier se terminait là-bas, de continuer sur un projet qui était quand même complètement différent, puisque nous, on parle là des fondations, des bases de ce type d'aventure, voilà, dont eux ont côtoyé plutôt les édifices terminés. Donc voilà, ça apporte une autre dimension à leurs études. Et on a régulièrement des gens comme ça qui viennent nous voir, qui sont passés sur Notre-Dame, tout à fait. En tout cas, on voit bien que c'est une aventure qui est pluridisciplinaire et puis qui peut intéresser toutes les générations parce que voilà, ça peut. Il y a des scolaires qui viennent visiter parce qu'il y a des petits ateliers de taille de pierre pour les enfants, c'est très sympa. Il y a des jeunes adultes qui peuvent venir se former pour découvrir des métiers et puis après travailler. Des curieux historiens ou autres ou artistes qui veulent simplement découvrir ce qui s'y fait. Donc c'est très chouette. Il y a au-delà de l'aspect technique et historique, c'est aussi une belle aventure humaine. Bravo pour ce beau projet. On arrive sur la fin. J'ai l'habitude de poser quelques questions un peu plus personnelles peut-être à mes invités. Est-ce que si tout était possible, toi, à quoi ressemblerait ta maison idéale? Puisqu'on est sur le podcast La Case Robinson, on parle beaucoup Tout à fait. d'habitat. Ça m'intéresse d'avoir ta réponse. Si tout était possible, moi je suis assez attiré, mais j'en suis loin aujourd'hui, mais par un habitat qui serait autonome, qui serait construit un peu comme on fait ici, c'est-à-dire avec les matériaux locaux. J'aimerais bien, ou j'aurais bien aimé, oui, acheter une parcelle et utiliser les matériaux qu'il y a sur le site pour construire la maison, quoi. Ou en s'aidant des contacts qu'on peut avoir autour localement pour avoir tel matériau. Voilà, peut-être qu'il n'y a pas de cailloux ici, mais il y en a à 500 mètres. Bon. Et puis de la rendre autonome en énergie, enfin en tout quoi. Ce que j'imagine moi, c'est en fait un doux mélange entre donc des matériaux naturels et locaux, quelque chose d'assez rustique, et en même temps des innovations assez fortes pour ce qui est, bah oui, de la production d'énergie, même si elle est modeste, mais quand même, on peut imaginer des produits technologiques très innovants pour arriver à consommer modestement. Et voilà, moi j'imagine un peu l'habitat du futur comme ça, un mélange entre l'ancien et le nouveau. Mais moi, je pense que la clé quand même, c'est déjà la réduction des consommations pour arriver à tout ça. Je pense qu'on peut pas garder, même moi aujourd'hui dans mon cadre de vie, on peut pas forcément garder le même cadre de vie ou en tout cas la même habitude, les mêmes habitudes de consommation. Ok, merci. Est-ce qu'il y a un livre ou des livres que vous voudrez partager aux personnes qui nous écoutent? Alors, ça peut être sur les sujets dont on vient de parler. Tu as parlé tout à l'heure des piliers de la Terre. Oui, c'est un peu facile ça comme réponse. Et les piliers de la Terre, j'ai même pas besoin d'en parler parce que c'est généralement tout le monde qui m'en parle. Mais bon, ça reste un super bouquin évidemment. Et dans la même veine, parce que c'est un peu ce que parfois on se retrouve un peu dans ces lectures-là, nous, qui sont moins connues. Il y a Les Pierres sauvages, un livre qui a été écrit par un architecte dont j'ai oublié le nom. Les Pierres sauvages, qui raconte l'implantation d'une communauté de moines, voilà. Je crois que c'est l'abbaye du Toronnet, enfin, donc qui aborde la partie chantier. Bon, parfois qui aborde aussi d'autres aspects un peu plus spirituels, mais la partie chantier est très intéressante aussi. Et les défricheurs de l'éternité, qui nous mettent un peu. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, malgré nous, on s'est trouvé dans la peau de ces moines. Je parlais du drainage des fondations tout à l'heure. On n'avait pas du tout imaginé devoir drainer l'ensemble de notre parcelle, et finalement, on se rend compte qu'on va avoir un peu de génie civil à faire pour ce genre de choses. Et c'est ce qu'on retrouve dans des livres comme Les Défricheurs de l'éternité, où vraiment ces moines ont pris possession des terres et ont commencé par faire du génie civil avant de s'implanter, quoi. D'ailleurs, par rapport au site, je reviens là-dessus. Est-ce que le site que vous avez choisi, il a été choisi pour des questions de qualité de sol, enfin de cohérence par rapport au projet, ou c'est plutôt une opportunité de parcelles disponibles et une commune qui avait envie de porter le projet aussi? Comment ça s'est passé? C'est exactement un mélange de tout ça. C'est une commune, évidemment, il nous fallait ça, une commune qui voulait porter le projet, enfin nous aider à porter le projet, puisque c'est l'association qui est quand même propriétaire, hein, qui s'est débrouillée toute seule, mais il faut toujours quand même l'appui de l'équipe communale pour porter un projet comme ça. C'est un terrain qui était constructible quand même déjà, et ça nous a fait gagner 4 ans de démarche, hein.
Donc voilà, et il est idéalement situé d'un point de vue de l'accessibilité. Tu l'as peut-être vu depuis Bordeaux, ça se fait très simplement, depuis les autoroutes, etc. Et malgré tout, on est quand même obligé nous de nous plier un peu à ça, parce que d'un point de vue économique, je disais qu'on est aidé par des mécènes, mais ça ne doit pas perdurer comme ça. En fait, on doit être autonome financièrement, donc par le biais de la visite, mais tout un tas d'autres choses. Et donc, il faut pouvoir accueillir les gens en grand nombre, les écoles, les touristes. Donc, il fallait être accessible. Donc voilà, et on a quand même vérifié que au niveau social, c'était cohérent de s'implanter ici, et voilà, c'est le cas. Donc aujourd'hui, on coche quand même toutes les cases. Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te vient souvent à l'esprit, qui t'inspire ou qui t'aide? Oui, en tout cas, j'ai une sorte de ligne de conduite. Je suis pas sûr que ce soit une citation. Enfin, en tout cas, je sais pas de qui elle vient ou d'où elle vient, mais c'est bien faire et laisser dire. C'est un peu comme ça que je mène ma barque. C'est-à-dire que voilà, on a des envies, on a des rêves. Parfois, ça plaît pas à certains, et parfois certains se font des idées par rapport à ce qu'on fait. Mais moi, je pense que l'action est importante. Et en continuant son action, on peut aussi prouver des choses. Voilà, par le biais de la ténacité. Donc bien faire et laisser dire. Il faut pas se laisser influencer par les mauvais parleurs. Il y a une autre citation qui apparaît sur le site du chantier, c'est rêver en grand comme quand on était petit. Je trouve qu'elle Oui, est une c'est belle vrai. phrase aussi. Oui, c'est vrai, on est guidé ici par nos rêves, hein. Moi, c'était quand je me suis lancé dans l'aventure, c'était vraiment ça. C'était de me laisser guider par mes rêves et de faire en sorte alors les accomplir. Il faut toujours faire des compromis quand on veut accomplir des rêves, mais en tout cas de pas les abandonner. Bon ben merci Valérie. Où est-ce qu'on peut Merci. orienter les personnes qui veulent en savoir plus sur le chantier et venir évidemment découvrir le site? Alors, on peut venir nous voir directement, donc à la Lande de Fronsac. Vous trouverez notre adresse sur Internet très facilement, donc Chantier médiéval de Guyenne. On a aussi un site web du même nom, Guyenne médiéval, et on a un Facebook, un Instagram, un LinkedIn. Donc là, vous pouvez nous trouver quand même assez facilement. Je mettrai de toute façon tous les liens que tu as mentionnés, enfin ces liens-là pour découvrir le site, les références des ouvrages que tu as mentionnés aussi dans les Ok, notes de super. l'épisode. Donc merci beaucoup Valérie pour ce partage, pour Merci à ces toi. explications. Un grand bravo de porter ce projet un peu pharaonique. C'est aussi, je trouve, un beau message de rassemblement et de cohésion sociale qui est véhiculé via ce projet, C'est je vrai. trouve, donc c'est chouette. Et puis je vais suivre avec grand intérêt la suite de l'aventure et je te souhaite le meilleur quant à l'aboutissement de l'idée. Merci beaucoup. À toi aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur le blog lacaserobinson.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitat plus écologiques, plus sains et qui vous inspirent, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson.